La justice congolaise à l'épreuve de l'état de droit. Nous allons en parler dans ce spécial Grand Plateau avec notre invité Alain Bolodja. Bienvenue. Merci, en tout cas merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui on ne vous présente pas comme analyste politique, mais en tant qu'initiateur du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons les BAT. Effectivement, c'est dans une coprésentation de Floride Zantoto. Bienvenue. Merci. Madame Julie Sefou, bienvenue. Merci beaucoup. Eric Izami, bienvenue. Merci. Voilà, Monsieur Alain Bolodja, les BAT, un parti de l'opposition ou un parti de l'Union sacrée? Naturellement, nous sommes un parti de l'opposition parce que la motivation qui nous amène à créer ces partis, c'est justement pour amener un nouveau algorithme, une nouvelle manière de gouverner, justement parce que nous avons eu à critiquer la gouvernance actuelle et nous nous sommes dit nous devons nous organiser en parti politique pour que nous arrivions effectivement à donner du sourire au peuple congolais. Voilà, donner du sourire au peuple congolais, mais qui est derrière le BAT? Moïse Katumbi, le peuple. Matata? Le peuple. Le peuple. Nous sommes effectivement une initiative de la population. Peut-être que... Le peuple ne vous a pas donné assez de moyens pour créer un parti. Non, mais parce que créer un parti, il vous faut de l'argent. Non, mais effectivement, c'est le peuple. Nous avons mis en place un mécanisme de cotisation, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir le peu de moyens. Parce que la particularité de notre pays, de notre parti, nous n'avons pas d'autorité morale. Voyez-vous? Et ce qui fait que nous avons eu à mobiliser pendant près de 2 ans. Mais il y a une tête à la tête du parti. Bien évidemment. C'était en face de vous. Ouais. Et nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont soutenu déjà la vision, ça fait près de 3 ans. Et tout ce que nous menons comme action, c'est grâce effectivement aux cotisations de nos membres. Mais il y a probabilité que nous soyons en alliance avec d'autres personnes ou d'autres personnalités, mais jusque-là, nous n'avons aucun engagement avec qui que ce soit. Mais moi, je vous connais très proche de Martin Fayoulou. Moi vous partagez les idées de moi Martin également, Fayoulou. je me reconnais. Mais pourquoi ne pas être ensemble et faire une force au lieu d'en créer un autre, parti? Non, le problème, c'est que les gens ne nous comprennent pas bien. Voyez-vous, je peux être... moi, Alain Bolodja, en odeur de sainteté avec Martin Fayoulou sur certains points, mais il ne faut pas confondre le parti et Alain Bolodja. Voyez-vous, notre parti n'a aucun engagement parce que nous n'avons pas encore eu tous les documents en termes d'agrément. Et puis, deuxièmement, tous les membres de l'EBAT ne soutiennent pas nécessairement M. Martin Fayoulou. Ce qui sous-entend que dans notre approche, nous voulons faire un distinguo entre la personne du président et le parti. C'est ça, au fait, la différence. J'ai été membre de 2 partis politiques. J'étais membre de FONUS et après j'étais membre de Panader et j'ai compris comment l'opposition et le pouvoir fonctionnent. Et nous voulons maintenant amener une sorte d'innovation en termes de gestion. Chez nous, les cotisations sont obligatoires et aucun membre n'a le droit de donner plus que l'autre, surtout le membre fondateur. Donc nous avons déjà pris cette approche-là parce que justement nous pensons que la démocratie doit d'abord se vivre au niveau du parti pour que nous évitions d'avoir des concepts du genre autorité dite morale. Vous dites que vous voulez amener une autre approche dans la gestion de la République démocratique du Congo. Exact. Mais vous qui n'avez pas encore d'agrément, vous faites déjà appeler parti politique. Vous qui n'existez pas. Non, mais attendez. Peut-être que je n'ai pas bien compris la loi. Il faut d'abord exister sociologiquement pour avoir l'agrément. Voyez-vous? Parce que même la loi exige assez que nous existions d'abord. La loi voudrait assez que nous ayons un siège, les statuts, que nous ayons le membre. Pour avoir ces membres, avoir ces statuts, il faut d'abord commencer à exister. Et nous amenons notre parti qui existe sur le plan sociologique au niveau de l'État pour avoir l'agrément. Ce n'est pas l'acte de l'État qui crée le parti, mais c'est la volonté de membres. Alors, vous avez dit tantôt aussi que votre parti est un peu différent des autres structures politiques qu'il y a dans le pays. Exact. Vous avez dit, vous n'aurez pas d'autorité morale. Quelle est l'autre caractéristique qui vous différencie des autres? La composition d'abord des membres fondateurs. La quasi-majorité de nos membres fondateurs sont des étudiants. Des étudiants. La quasi-majorité de nos membres fondateurs sont des étudiants. Deuxièmement, la quasi-majorité de membres de notre parti ont donné le même montant. Voyez-vous? Ce qui veut dire que la composition... ce choix? Non, mais justement parce que nous ne voulons pas qu'il y ait un financier qui puisse prétendre... Dicter les lois.
Effectivement. Mais est-ce pour autant que vous parlerez forcément le même langage parce que vous semblez être vraiment des gens qui sont dans la démocratie la plus totale? Non. Mais puisque vous êtes ex-aequo, vous parlerez forcément le même langage. Qu'est-ce que vous différencierez? Non, la différence, c'est que le fait seulement qu'il n'y a pas d'autorité morale. Notre autorité morale, c'est nos statuts et nos règlements intérieurs. Qui disent quoi? Qui disent clairement que tous les membres ont le même droit. Et on peut démettre de ses fonctions un président de la République et du parti qui s'est méconduit. Et puis deuxièmement, il y a une sorte de rotation en termes de gestion en ce qui concerne le parti parce que nous consacrons les élections comme le seul mode d'évolution du pouvoir. Et la gestion des finances s'est faite de manière... de manière transparente, justement parce que nous voulons assez que tout le monde ait le même droit. Prenons, nous avons enregistré jusque-là plus de 12 013 membres, comment on peut appeler, virtuels. Voyez-vous, il y a des membres qui soutiennent le parti qui sont en dehors du pays, il y a de ceux qui sont dans des provinces. On se rencontre chaque dimanche via Zoom et nous organisons nos réunions. Et à la fin de réunion, on adopte des histoires, on prend des options et ces options sont exécutoires. Ce qui veut dire que chacun de nous apporte sa pierre. La différence avec le parti que nous connaissons, il y a une autorité morale, quelqu'un qui a eu à se faire de l'argent, et puis il vient créer son parti. Et le parti est à l'image de la personne, ce qui est déjà différent de la vision que nous partageons. Le jour où le vote est ex-aequo entre le 12 000 membres virtuels, faites bien de dire qu'ils sont virtuels. Exactement. Comment vous faites pour vous départager? Non, mais il y a le règlement intérieur à fixer certains mécanismes. C'est-à-dire que si vous êtes ex-aequo, c'est déjà le membre le plus ancien qui l'emporte. Vous, par exemple? Non, mais le membre le plus ancien seront le membre signataire. Et vous n'avez pas peur peut-être que votre agrément soit refusé parce que vous êtes de l'opposition? Il faut que surtout votre parti... avec vos prises d'opposition déjà connues. Non, mais attendez. Nous ne pouvons pas être dans l'opposition et avoir peur. Nous savons que l'environnement est pollué et nous allons nous tenir à la loi. Si nous introduisons notre demande d'agrément au niveau du ministère de l'Intérieur, s'il ne répond pas dans le délai légal, eh bien on va recourir aux cours des tribunaux. Si le cours des tribunaux considère qu'il y a un élément qui manque, on ajoute. Mais si on le fait de manière unilatérale, dans la violation de la Constitution et de loi de la République, nous avons une autre disposition de la Constitution qui nous donne la possibilité d'agir dans ce sens. Alors, allons dans le fond. Les attentes sont nombreuses et variées en RDC. Vous parlez d'une nouvelle façon de gérer. C'est quoi que vous allez apporter de manière substantielle pour améliorer tant soit peu la vue? Déjà, l'algorithme que nous présentons est simple. C'est-à-dire que nous voulons assez que tous les Congolais soient mis en position d'opérer leur croissance économique individuelle. Parce que nous constatons que l'État n'a pas assez de moyens de sa politique, justement parce qu'il y a un problème de répartition des ressources. Déjà, une innovation que nous voulons présenter à la population, la rémunération du président sera fixée au prorata des entrées, mais aussi comparativement à l'évolution de la rémunération ou du salaire du secrétaire général. Quand vous dites président, vous faites le président de la République. Le président de la République. C'est-à-dire que celui qui est président saura qu'il a droit à 10 fois les salaires d'un secrétaire général. Donc virtuellement, vous gérez déjà là. S'il veut augmenter son salaire, naturellement, il doit augmenter le salaire du secrétaire général. Et lorsque vous augmentez le salaire du secrétaire général, il y a une incidence sur les autres. Et voilà pourquoi nous allons demander aux gestionnaires de bien gérer les finances publiques. Alors finalement, là, vous êtes progressiste, vous êtes... Exactement, nous sommes progressistes. Nous sommes progressistes parce que moi, déjà, au départ, j'étais un libéral et il y a eu des socialistes. Et nous sommes dit, voilà, comme nous avons des approches idéologiques différentes, mettons sur pied une autre approche. Voilà pourquoi nous avons opté pour le progressisme. Que dites-vous à ceux de Congolais qui penseront que ce que vous êtes en train d'évangéliser là ne risquerait que de rester dans les virtuels? C'est-à-dire, c'est beau de le dire, mais difficile à pratiquer dans le fait. Bon, déjà, la force de notre parti, c'est notre capacité de rêver. De rêver. Si les gens n'ont pas la capacité de rêver, tant mieux. Mais je vous dis, les États-Unis, c'est les rêves des gens. La France également. Pas seulement le rêve. Hein. Non, mais effectivement, non, c'est d'abord les rêves. Il faut rêver et apprendre à bras le corps la question.
proposer un algorithme tel que nous l'avons fait et après avoir des animateurs ou des acteurs essentiels pour la mise en œuvre. Ne pensez pas que la ville de Kinshasa est une invention de la nature. La ville de Kinshasa est un rêve de quelqu'un, mais qui se réalise aujourd'hui, peut-être après 100 ans. Il faut rêver et nous voulons faire rêver le Congolais. Parce que lorsque je vois nos amis aller demander des visas pour aller aux États-Unis, en France et consorts, c'est justement parce qu'on considère que les autres ont bien rêvé et voilà pourquoi tout le monde veut y aller. Mais nous voulons aussi rêver. Nous voulons amener un modèle de développement qui soit adapté à nos réalités et permettre à ce que nous atteignions notre objectif. Parce que peut-être que les gens ne comprennent pas. Au-delà de nos fantasmes, au-delà de nos faiblesses, il y a de variations de plusieurs indicateurs que nous ne maîtrisons pas. L'accroissement démographique. Aujourd'hui, nous sommes estimés pratiquement à 100 millions d'habitants. Mais nous ne savons pas comment la progression va se faire. Parce que déjà là, nous avons un taux de croissance démographique estimé à 3%. Ce qui veut dire que 3 millions d'enfants naissent chaque année. Ce qui sous-entend que d'ici 50 ans, on peut aussi atteindre 250 millions de dollars. Mais quels sont les politiques 250 millions, fort malheureusement, nous parlons plus d'argent, nous allons dans ce sens, c'est-à-dire 250 millions d'habitants. Aujourd'hui, déjà, la capacité à desservir en eau potable. Nous n'arrivons même pas à desservir à 100 millions de personnes de l'eau potable. Mais là, ça sera 250 millions. Il ne faut pas aussi oublier, il y a la problématique du réchauffement climatique qui fait assez que les autres pays sont en besoin en eau douce. Ce qui sous-entend que nous allons non seulement avoir l'obligation de desservir notre population en eau potable, mais aussi faire en sorte que les autres ne viennent pas prendre notre eau sans notre volonté. Ce qui veut dire qu'il y a un grand défi. Et devant ces défis, nous, jeunes, nous avons l'obligation de rêver autrement. Parce que la différence qu'il y a entre les jeunes et les jeunes ont des visions, les vieux ont des souvenirs. Voilà. Nous voulons aider notre jeunesse à aller dans ces sens. On passe maintenant à notre thématique du jour. Parce que là, c'était notre parenthèse, la justice congolaise. Il y a Vital Kamerhe, François Beya, Matata Ponyo. Mais pour Vital Kamerhe, tout semble être réglé à l'amiable. Et le président Vital Kamerhe, le président de l'UNC, ça, j'insiste bien, il réitère sa loyauté au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, je crois que si les gens sont honnêtes, j'étais le premier à avoir fustigé la mise sur pied de ces fameux programmes dits des 100 jours. J'étais le premier parce que déjà au mois d'avril 2019, j'ai eu à fustiger justement parce que c'est mon domaine de formation. Pourquoi? Parce que c'est mon domaine de formation. Non, mais quelqu'un vient avec un programme pour la population. Non, il ne vient pas avec un programme pour la population, il voulait se faire des sous. Et je l'ai démontré noir sur blanc sur base de leur propre tableau. Démontrez-les-nous alors. Premièrement, la Constitution n'a pas reconnu à un président, encore moins à son directeur de cabinet, d'être superviseur ou coordonnateur des actions gouvernementales. La Constitution est claire. C'est le Premier ministre qui est le coordonnateur de toutes les actions gouvernementales. C'est l'article 93 de la Constitution qui le dit. Et deuxièmement, l'article 91 vous dit clairement que les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président de la République. Ce qui sous-entend quoi? Le directeur de cabinet en tant qu'assistant ou accompagnateur du président ne peut agir que dans des compétences dévolues à son chef. Il y avait un cas. Il y avait un gouvernement qui était en place. Sortant. Non, mais le gouvernement sortant ne veut pas dire qu'il y avait un... Ou alors qui expédiait les affaires publiques. Un gouvernement démissionnaire, d'ailleurs. Non, mais attendez. Ce gouvernement ne pouvait pas être considéré démissionnaire dès lors qu'il y avait juste un remplacement d'un président de la République et la législature ne faisait que commencer. Voyez-vous? C'est déjà ça le problème. C'est-à-dire que lorsque vous avez un président de la République qui quitte le pouvoir, cela n'a pas une incidence directe sur la composition ou le fonctionnement du Premier ministre. Ah bon? Parce que le Premier ministre n'est pas l'émanation de la présidence, mais le Premier ministre est l'émanation du Parlement. La majorité du Parlement. Et un Premier ministre investi ne se remplace que par un Premier ministre investi. Ce n'est pas par le directeur de cabinet. Deuxièmement, lorsque vous êtes en gestion, vous avez initié un programme, il faut bien l'agencer, bien l'articuler et respecter ce qu'on appelle le fonction managériale.
Après la planification, l'organisation, la direction, il faut mettre en place un mécanisme de contrôle. Qui, selon vous, n'a pas été respecté? Qui n'est cadré pas avec nos lois. Ce programme n'a pas échoué seulement par la seule volonté de ceux qui l'ont conçu. Non, ce programme a échoué justement parce que ça n'a pas respecté la procédure et la norme. Dans les prémices, c'était déjà fausse. Bien évidemment, déjà, le programme de 100 jours, le tableau synthèse tel qu'il est présenté, et avait déjà des entorses en termes de procédure, sur le plan technique, sur le plan formel, sur le plan légal, sur le plan constitutionnel. Il y avait déjà des germes d'échec. Comment voulez-vous mettre en place une commission qui n'a pas d'autorité sur les acteurs qui agissent? C'est déjà un problème. Quel est le pouvoir qu'a un directeur de cabinet sur un ministre ou sur le DG de l'OVD ou de l'Office des routes? Il n'a aucun pouvoir sur eux. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir parce qu'il n'est pas l'autorité des tutelles. Voyez-vous? Et le montant tel qu'est présenté, ça augurait déjà une volonté manifeste à détourner. Donc si je comprends bien, la rencontre là qui avait été organisée, la rencontre officielle pour lancer officiellement le programme d'urgence du chef de l'État, oui. Tout le monde qui était là était dans l'illégalité. Non mais attendez, il faut voir d'abord le comportement des membres du gouvernement. Je me souviendrai toujours de l'image qu'avait affiché l'ancien Premier ministre. Il était un simple invité. Bruno Chibalanzi. Il était un simple invité. Quel est son rôle dans ça? Ce qui veut dire quoi? M. Félix avait effectivement l'intention de profiter de ces situations pour se faire une santé financière. Et nous l'avons dit. Comment voulez-vous? Le tableau synthèse présente 488 millions de dollars, alors qu'en réalité, il y avait d'autres dépenses qui n'ont pas été agrégées ou intégrées dans le tableau synthèse. Il y avait plus de 190 millions de dollars non intégrés. Qui devait servir à quoi? Non, qui devait servir à la construction de la centrale électrique à base de gaz. Je donne juste un cas. M. Félix Séké arrive au niveau du Congrès. Le Congrès, c'est aussi un organe de l'État qui est un cadre d'harmonisation des décisions du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il dit devant tout le monde et devant le public, il pointe du doigt l'ancien ministre aux Finances. Il lui dit c'est lui qui bloquerait le fameux programme, l'exécution du fameux programme. Alors que l'ancien ministre aux Finances avait toutes les raisons débloquer, effectivement, parce que dans le mécanisme de contrôle, disons bien le mot, débloquer ou de faire réfléchir, dire que non, il ne faut pas ceci, il faut plutôt... Non, il avait toute la latitude, tout le droit de bloquer parce qu'il y avait intention de détourner l'argent. Parce qu'en réalité, lorsque vous mettez en place un programme, il y a ce qu'on appelle le plan de décaissement. Le plan de décaissement doit répondre au plan opérationnel. C'est-à-dire que lorsque vous initiez un programme, il y a des séquences. Vous dites, voilà, première phase, deuxième, troisième. Et à chaque niveau, il y a un mécanisme de financement et le mécanisme de contrôle. Dès lors que le premier tâche n'a pas été atteint, on ne peut pas décaisser l'argent. Ce qui veut dire que lui, en tant que trésorier, n'avait pas de choix que d'inviter à ce que l'argent ne sorte. Et lorsqu'il a lancé l'alerte, il a été crucifié. Par qui? Par son chef. Non seulement le président dit de la République, mais le chef de l'État. C'est lui qui est supposé porter la vision. Il a été pilonné par tout le monde et en fin de compte, tout le monde s'est rendu compte. Donc avec ce qu'il y a eu comme détournement, on donne raison au ministre des Finances. Non, mais si lui n'avait pas la capacité de vous dire certaines vérités, peut-être aujourd'hui on allait encore décaisser l'argent. Mais pourquoi déjà avoir accepté de décaisser l'argent au préalable alors que celui qui ordonnait n'avait pas qualité pour revenir à votre... Non, mais effectivement, parce que lui a trouvé un programme qui était exécuté par l'ancien gouvernement. Voyez-vous, un programme qui était exécuté par l'ancien gouvernement, lorsqu'il a fait l'évaluation, il s'est rendu compte que les tâches pour lesquelles l'argent était décaissé n'ont pas été atteintes. Ce qui veut dire que lui, en tant que technicien, parce que c'est ça la particularité des trésoriers. Les trésoriers visent le cash flow. Et dans le cash flow, il y a les cash inflow et les cash outflow. Les entrées sont désirées par les trésoriers, mais les sorties doivent être justifiées parce que les sorties appauvrissent. Et tout le monde l'avait crucifié. Aujourd'hui, nous donnons raison, l'argent a été décaissé. Au-delà de tout, il y a eu un procès. Personne n'est condamné. Mais l'argent n'est pas rentré dans le compte du trésor. Il n'y a pas eu de preuves. Non, mais attendez, il y a eu des preuves de détournement. Détournement intellectuel. Non, pas de détournement intellectuel. Ça, ce sont les juristes. Il y a eu des preuves de détournement
Mais personne n'a porté la responsabilité. Madame, lorsque on devait condamner. La justice devrait être dite. Là, vous êtes les juges ont dit qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Non, mais attendez, il n'y a pas de preuves matérielles prouvant que Kamere aurait perçu l'argent. Oui, oui. Mais il y a des preuves matérielles prouvant que l'argent de l'État a été décaissé et ça n'a rien fait. Mais l'argent est toujours tracé, non? Non, mais non, c'est justement parce que... le moyen le plus sûr de tracer, c'est l'argent. Effectivement, voilà pourquoi je vous dis qu'on ne retrouve pas ça. Non, mais on ne retrouve pas. Même Jamal Sami, il dit qu'il y a des maisons... Alors c'est un jeu. Non, mais attendez, là vous parlez du programme de logements sociaux. Oui. Mais moi je suis dans le cadre du programme des 100 jours. Ok. Voyez-vous? Oui. Dans le programme des 100 jours, il n'y avait pas que les logements sociaux. Qui a donné le pouvoir à M. Félix Tshisekedi de faire sortir l'argent? Personne. De manière unilatérale, il a pris l'argent de la République qui était en caisse. C'est lui le garant de la Constitution. Le garant. Non, mais les garants de la Constitution n'est pas nécessairement les garants des finances publiques. Les responsables devant le Parlement, c'est le ministre des Finances et le Premier ministre. Voyez-vous? C'est-à-dire que s'il y avait un procès de 100 jours, la personne qu'on devait arrêter, ça devait être M. Félix Tshisekedi. Ah bon? Il y a des preuves. Il a fait quoi? Non, mais il a autorisé la dilapidation de fonds publics. Ce qui fait que le juge était déjà mal placé. Le juge n'avait pas assez d'éléments. Mais nous en avons. Mais il n'y a pas de preuves de toutes les façons. Non, il y a des preuves. Il y a des preuves. Plus de 600 millions de dollars ont été mis à la disposition des gens. Non, il n'est pas victime. Il a été mal jugé, mais il n'est pas victime. Il n'est pas innocent. Il a été mal jugé par des faux juges, des juges corrompus. Non, il a été mal jugé par des juges qui étaient au service du système qui a créé les conditions pour qu'il y ait des tournements. Et Kamere parle d'un procès cynique. Monsieur Kamere ne peut pas être blanchi. Pas été blanchi. Impossible. Vous n'êtes pas juriste, s'il vous plaît. Non, mais attendez, je suis économiste congolais. Oui. Et l'approche sociologique, ça fait partie de nos méthodes d'analyse. Dans ce cas, vous mettez en doute l'appareil judiciaire congolais. Tout l'appareil. Quel est votre regard en tant qu'initiateur de ce parti sur l'appareil judiciaire congolais? Déjà, l'appareil judiciaire est grippé, justement parce que la classe politique l'a entre ses mains. Et fort malheureusement la classe dirigeante. Voyez-vous? Lorsque vous prenez les déclarations faites par M. Félix Tshisekedi, il vous dit ceci, qu'il est par moments déçu de voir que le juge que lui a eu à nommer ne font pas ce que lui veut. Je ne fais que le paraphraser. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi veut avoir une justice privée. Et pourquoi? Parce que c'est ce que la Constitution ne veut pas. Le président il veut d'un état de droit. Je l'ai paraphrasé. Il a dit ça. Effectivement, à Goma, devant Christian Lusako et votre consoeur de la RTNC. Il a dit quoi? Non, mais il a dit qu'il n'était pas content de la prestation de ceux qui ont été nommés par lui. Et nous comprenons que c'est par rapport à l'état de droit qu'il prône, non? Non, mais l'état de droit, ce n'est pas lui qui prône. C'est un objectif constitutionnel. Oui, mais porté par qui? Non, porté par la Constitution. Mais il faut faire la part des choses. Non, attendez, il faut faire la part des choses. Ne confondons pas la fonction et la personne de Félix Tshisekedi. La fonction voudrait assez que c'est lui qui est là respecte le protocole. Il peut ne pas le faire. Non, mais s'il ne le fait pas, il devient délinquant. Ça, c'est l'esprit de la Constitution. Voilà pourquoi il a un juge pénal. Il peut être arrêté pour avoir violé la Constitution. La violation de la Constitution par un agent de l'État est considérée comme de la haute trahison. C'est la Constitution qui l'a dit, article 164, 165, 166. Et à ce stade, vous, dans votre parti, levons-nous pour bâtir. Levons-nous et bâtissons. Oui. Ouais. Vous allez apporter quelle touche pour justement améliorer cette justice qui pose, selon vous, problème? Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Il faut d'abord rendre le juge indépendant sur le plan esprit. Comment, de manière par la pensée pratique? C'est-à-dire que la formation doit déjà tenir compte de cette réalité-là. Et puis, deuxièmement, rendre l'appareil judiciaire assez indépendant de la classe politique. En quoi faisons? En créant une clé de répartition par rapport aux finances publiques sans que le gouvernement ait une même mise sur les juges. Parce que qu'est-ce qui s'est fait? Vous amenez votre budget, vous, l'appareil judiciaire, on fait semblant d'adopter, mais dans l'exécution, le ministre bloque. C'est-à-dire qu'on veut clochardiser les juges. Alors que nous pouvons créer une clé de répartition. Parce que la justice est un objectif majeur dans la Constitution. Pourquoi ne pas dire, comme les jugements sont rendus au nom du peuple,
que le peuple, par le biais de, comment on appelle, de la TVA, peut se décider de dire, ok, voilà, sur les 16%, donner 2% aux cours des tribunaux. Comme ça, les juges ne dépendront pas du ministère des Finances, encore moins du gouvernement. Et en ces moments-là, le juge aura une certaine autonomie en termes de gestion et que le juge ne soit pas nommé par le président de la République. Comment voulez-vous avoir la Cour constitutionnelle qui dépend essentiellement de la majorité parlementaire, essentiellement du président de la République? Automatiquement, il devient des bras séculés des partis. Donc il faut plus d'argent aux juges pour qu'ils puissent rendre la vraie justice. Exact. Et tout ce que vous nous dites là, M. Alain Bolodjoa, moi j'ai l'impression qu'on doit changer carrément la des constitutions. Non, mais c'est ça notre vision. Nous sommes dans la vision de la 4e République. 4e République. Merci. Alors, moi, je voudrais, maintenant, puisque vous parlez de la justice, essayer aussi de parler d'un cas décrié ici en République démocratique du Congo, Beya, l'homme de la sécurité du président, qu'il n'est plus avec lui. Bon, en fait, j'ai l'avantage, en dehors de faire l'économie, j'ai d'autres brevets. Et je suis en cours de mon master en criminologie. Okay. J'ai quand même une idée sur le système de renseignement, le système d'intelligence. Alors, dites-nous. Premièrement, M. Beya, en tant que technicien, c'est l'homme le plus dangereux de la République. Peut-être les gens ne le savent pas. On l'appelle l'âme. C'est-à-dire que c'est lui qui porte les systèmes de sécurité. Il est le chef du Conseil national de sécurité. C'est lui qui connaît ce que le président dit et ce que les systèmes disent. Il a tous les secrets de la République. Mais il a trahi le président? Non, mais il n'a pas trahi le président. Il est plutôt trahi par le président. Comment ça? Non, mais attendez. Qui sert l'autre? Non, c'est M. Beya qui sert la République sous le commandement de celui qui est présenté comme donc président. on dit quand même la même chose. Non, nous ne disons pas la même chose. Allez-y. C'est-à-dire qu'il est au service de la personne du président, justement pour orienter les politiques. Oui, en quoi il a été trahi, monsieur? Il a été trahi, je vais le démontrer. Premièrement, on ne peut pas entendre un chef tel que Beya, technicien en la matière, par l'ANER. Ah bon? L'ANER, c'est un service subordonné au Conseil national de sécurité. Si on veut entendre Beya, il faut mettre en place une commission spéciale, c'est-à-dire le Conseil national de sécurité élargi aux autres experts, venant de la présidence, de la primature. Par exemple, comme ça, ceux qui vont écouter ou entendre François Beya... Mais l'ANER l'a déjà entendu? Non, mais l'ANER n'a pas qualité. Pourquoi? Vous serez surpris d'apprendre que Mais là, c'est l'Agence nationale des renseignements. L'agence des renseignements qui est subordonnée à la personne. Et les OPJ? Effectivement, il y a des OPJ, à la commission. mais qui n'ont pas compétence d'entendre leurs supérieurs. Ah bon? Mais vous ne pouvez pas demander à un colonel d'entendre un général. Mais au cas où on allait mettre... Nullement. Mais s'il fallait mettre une commission ad hoc, on allait l'élargir aux OPJ. Non, mais effectivement, on allait élargir aux autres. Il n'aurait pas forcément un grade supérieur à celui non, mais ils seraient là comme des techniciens, mais la décision doit être politique. Essayez de vous imaginer. Vous arrêtez un monsieur comme François Beya. Pourquoi ne veulent-ils pas mettre le procès en public? Parce que tout ce qui sortira de la bouche de François Beya peut déstabiliser la République. Il est dans le secret des dieux. C'est à raison qu'on le fait comme ça. Effectivement, il est dans le secret des dieux. Et vous l'entendez par un OPJ à compétences restreintes au niveau de l'ANER. Mais le procès verbal ne sera pas signé avec, ne portera pas le nom de l'agent. Il y aura un code. Ce qui veut dire que ce procès verbal n'aura aucune valeur. La hiérarchie de l'ANER ne peut pas être un juge. Votre problème se situe où dans l'affaire Beya? Le problème, c'est que la procédure n'ayant pas été respectée, le protocole n'ayant pas été respecté, le fond du dossier ne portant pas le germe ou le signe qu'il y aurait coup d'État, je considère que l'arrestation de François Beya a tous les caractères possibles, sauf le droit. La haute cour va se décider. Il est devant la haute cour, non? Non, mais il est devant la haute cour. Lui qui n'est pas devant son juge. Il n'est pas devant son juge. Mais la haute cour militaire. Non, mais attendez. On a justifié la présence de la haute cour militaire justement parce qu'il y aurait colonel Lili et le secrétaire de M. François Beya et son garde du corps. Et les infractions qui ont été portées contre lui, ce sont des infractions des militaires. Non, mais ça a changé. Ça a changé comment? Ça a changé.
Les éléments qu'on nous brandissait au départ ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Mais non, ce sont les audios. Non, mais effectivement, on nous parle des audios. On nous On insulte. Non, mais effectivement. On n'insulte pas le président quand on est... Non, mais attendez, même si on insultait les présidents. À ce niveau, Même si on insultait les présidents, en tant qu'agent public de l'État, il y a des barèmes de sanctions en tant qu'agent public de l'État. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a fait preuve d'insubordination, vous l'amener en justice. Il pouvait aussi être sanctionné par le cabinet. Parce que sur le plan administratif, il dépend du directeur de cabinet. Mais sur le plan technique, il dépend du président. Ce qui veut dire que même dans cette approche-là, ça n'a pas de sens. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une guerre des palais, il y a des gens qui tirent des ficelles par rapport à cette réalité, et je crains que M. Félix Tshisekedi soit berné. Alors, parce qu'en réalité, un chargé de sécurité ne peut pas être humilié de la sorte. Ce serait Béa, sous Joseph Kabila, vous aurez tenu le même langage, bien évoquant le même protocole. Non, mais bien évidemment, peut-être vous serez surpris, bien que je n'étais pas encore formé dans ces domaines, peut-être vous serez surpris, la meilleure manière de sanctionner un agent de l'ANER, surtout un haut cadre de l'ANER, c'est de le mettre en quarantaine. Ce n'est pas de le mettre en prison. Et telle serait la voie de sortie à l'heure actuelle? Non, mais la voie de sortie, si M. Félix Tshisekedi veut se ressaisir, il doit arrêter avec ces théâtres. C'est lui qui est en danger. C'est un théâtre, ça. Effectivement, c'est lui qui est en danger parce que le jour où François Béa va ouvrir sa bouche, les choses vont changer. Mais il y a des indices. Il y a des choses. Jusque-là, il y a encore des choses à dire. Non, mais je ne pense pas qu'un chef de corps ou un chef d'un service comme les sécurités n'a rien à dire. Il a dit. Ah, bien sûr. Il aura toujours à dire. Il est aussi tenu par certains secrets. Ah, voilà. Il profite de ça. Sait. Parce que lorsque vous devenez agent de sécurité, il y a un accord de principe qui est fixé, comment on appelle, le principe de la confidentialité. Vous dites qu'il profite de ça. Qui profite de ça? Il profite de quoi? Non, mais il y a je dis, c'est une guerre des palais. Il y a des gens qui profitent. M. B avait reçu une mission de la part de M. Félix Tshisekedi pour entendre un groupe de gens qui ont eu à vendre le carré minier. Ses conseillers, notamment. Et bien évidemment. On a cité Bisselele. Il est là, c'est lui. Fortuna Bisselele. C'est lui le chef d'orchestre. L'ancien président. Sans oublier qu'il y a d'autres ramifications. L'ancien président de la CENI. D'autres ramifications, bien évidemment, il y a de ça. On aurait même cité la lui en veut. On aurait même cité la première dame, heureusement pour elle. Elle a fait les démentis. Elle a démenti. Voyez-vous, ce qui veut dire que devant cette réalité, c'est une guerre des palais qui expose plus M. Félix Tshisekedi. On ne touche pas aux agents de sécurité. À l'époque de Kabila, sauf peut-être erreur de ma part, s'il constate que le chef de sécurité commet des bévues, on l'isole. On l'isole. Ce n'est pas un OPJ, un simple agent de l'ANER, que vous allez mettre le chef de corps. C'est un danger pour la République. Mais ça change quoi par rapport aux faits? Non, mais les faits sont vides. Madame, il n'y a pas assez d'éléments. On vous dit que Maman Lili, colonel Lili, et d'ailleurs, elle bénéficie d'un privilège juridictionnel. Elle ne pouvait pas être arrêtée de la sorte. Elle a été élevée au rang de grand cordon, si je ne m'abuse pas. C'est-à-dire que déjà, avec l'ordre national qui lui a été conféré, elle ne pouvait pas être arrêtée de la sorte. Il fallait qu'il y ait une décision venant du président de la République. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit d'un acte d'un directeur de cabinet qui n'a pas compétence d'engager le président de la République. Voyez-vous? Ce qui veut dire que là, déjà, il y a un problème. Et le souci dont on parle, ça a été créé bien avant que Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir. C'est en 2017. Alors, répondez à ceux qui nous suivent. Quelle est la juridiction légale, compétente, qui peut juger Béa? Sur le plan technique. Non, je dois hésiter. Sur le plan technique, il ne peut être entendu par une commission spéciale. Commission spéciale. Sur le plan technique. Et non la Cour militaire. Non, mais attendez. Pourquoi n'a-t-on pas jugé Kalev? C'est justement parce qu'on ne peut pas les juger. Mais il est en fuite. Non, mais il est en fuite parce que l'État a voulu qu'il soit en fuite. C'est ça, mise en quarantaine. Qui vous dit que ça n'a pas été négocié? On n'arrête pas ces gens-là, ce sont des sorciers du village. Alors, on prend le troisième cas. Les cas Matata, ça encore, c'est flagrant. Comment flagrant? Qu'est-ce qui est flagrant? Non, mais attendez. Le dossier a commencé par la Cour de cassation. On renvoie au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente.
Et en même temps, on prend le même dossier, on veut renvoyer au niveau de la Cour de cassation. Et pourquoi? Parce qu'on veut faire le forcing. On ne peut pas juger Matata au niveau de la Cour constitutionnelle sur des matières qui relèvent de la compétence. On considère Matata comme Premier ministre et qu'il soit jugé par la Cour de cassation. La Cour de cassation ne peut juger Matata que dès lors que Matata, en tant que sénateur, pose des actes répréhensibles. Ce n'est pas, la Cour de cassation ne peut pas juger Matata sur le dossier qu'il a eu à poser pendant qu'il était Premier ministre. Il y a un vide constitutionnel. Pourquoi doit-on violer la Constitution? Nous pensons qu'il faut changer la Constitution, dire, en ce qui concerne l'ancien Premier ministre, l'ancien président, qu'ils soient jugés par leur cour pendant qu'ils étaient en fonction. En ces moments-là, on va alléger la tâche, justement parce qu'on ne peut pas forcer. Qu'est-ce qui s'est fait? Les procureurs près la Cour de cassation s'était déjà prononcé. Disons quoi? Donc, disons que la procédure telle que est faite ne pouvait pas aller vers la cour de cassation. Mais aujourd'hui, on prend des juges, on veut leur imposer des jugés, justement parce qu'on veut caporaliser la justice. Alors, essayez de vous imaginer, aujourd'hui, on juge Matata. On l'arrête pour avoir détourné tel qu'on le dit. On doit juger tous les anciens premiers ministres. Essayez de vous imaginer aujourd'hui, nous sommes au pouvoir et que nous ressuscitions le dossier de la gestion de M. Etienne Tshisekedi. Ça sera de l'acharnement? Évitons de faire de la justice un bras séculé des partis politiques. Mais justement, nous restons sur notre soif. C'est quoi la voie de sortie maintenant là? Non, mais par rapport au dossier François Béa, la meilleure manière de faire les choses, c'est de ramener ça dans l'aspect technique de la chose. Il peut être sanctionné techniquement sans passer nécessairement par la justice. Et Matata? Et Matata, il y a un vide, il y a un vide. Donc, il y a un vide. Donc là, il faut changer de constitution. Et là, on mais le temps qu'on change de constitution. Non, mais effectivement, c'est ça. C'est pour ça que l'impunité... Non, mais attendez. Ah, mais voilà. Un agent de l'ANER, surtout un haut cadre de l'ANER, ne peut pas être jugé par des gens non initiés. Mais nous ce n'est pas nous. C'est un principe sacro-saint. Sur le plan technique, un haut cadre de l'ANER ne peut pas être jugé par les non-initiés. Peut-être qu'il a reçu l'ordre, lui, agent de l'ANER, d'aller tuer quelqu'un. Vous ne connaissez pas l'ordre. Parce que l'État a un côté occulte. C'est ce côté occulte-là qu'on a créé l'ANER. Et vous voulez commencer à mettre sur la place publique toutes les informations sensibles de l'État. Est-ce que vous savez que l'agent de l'ANER a le droit de tuer? Mais ce n'est pas constitutionnel. Vous ne pouvez pas exposer le sorcier du village qui protège votre immunité. L'ANER est le mécanisme immunitaire de l'État. Lorsqu'on avait tenté de traquer M. Kalev, je l'ai dit, les gens n'ont pas compris. Vous voulez juger Kalev. Si vous disiez, ok, voilà, et nous étions organisés de tuer le président rwandais, et voilà, dans la procédure, on a commis une erreur, voilà pourquoi on veut me poursuivre. Vous allez traiter ça comment? Il y a des choses qui sont sensibles. On doit éviter de faire la politique sensationnelle. Monsieur François Béa a sa place, s'il aurait commis ces faits-là, à sa place dans sa résidence, où vous l'envoyez en dehors du pays. Ce n'est pas devant un juge. Parce que quand il va ouvrir sa bouche là, ça serait un danger pour la République. Alors maintenant, les cas Matata. J'aimerais qu'on y revienne. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Aujourd'hui, maintenant, c'est la Cour de cassation. D'ici là, il sera encore une fois de plus convoqué. Et Augustin Matata Ponyo, et s'il ne se présente pas, comment sera la suite? Non, mais ça, nous laissons la responsabilité ou l'analyse à ce que vous appelez le juriste congolais. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, mon analyse est purement politique. Mais il n'y a pas que le cas Matata. Il y a d'autres cas. Qui se souvient encore de Orly Ilunga, l'ancien ministre de la Santé? Il est en prison. Il a été mal jugé. Le jugement a été essentiellement politique. Ah bon? C'est vous qui décidez? Non, mais je vous dis par rapport aux éléments. Comment voulez-vous que Orly Ilunga soit reproché d'avoir mal géré le fonds lié au coronavirus? Non, c'était à l'époque l'Ebola. C'était avant. Et pardon, Ebola. Corona, c'est Ebola. Effectivement, Ebola. Il aurait détourné l'argent de l'État.
Mais personne aussi ne nous a démontré comment pouvait-il gérer cet argent alors que la question a été traitée au niveau de la primature. Vous allez, l'autre là que vous venez de citer, Etienne Longondo, a eu à faire pire. Fort malheureusement, il a été blanchi. Ça a été démontré que lui a fait pire que l'autre. Non, le problème c'est que c'est pour le même fait, mais on a constaté que la justice, on a une justice à double vitesse. Justement parce que Orly Ilunga et l'ancien médecin d'Étienne Tshisekedi, ils sont en rancœur avec la famille et voilà pourquoi on a voulu accélérer les choses. Et aujourd'hui, il est en prison. La même justice, pour le même fait, pour la même fonction, mais deux décisions différentes. Ce qui veut dire que la justice ne fonctionne pas normalement. Madame, il y a des jeunes qui sont en prison juste pour avoir détourné et pour avoir volé une bouteille. Oui, ça même la ministre de la Justice l'avait constaté. Plus de 6 000 personnes non condamnées, non jugées. Ils sont en jugement, ils sont en promenade, enfin en garde à vue. Elle doit avoir honte de dire ça à la place publique. Mais elle a interpellé les procureurs. Qui décide? Elle a interpellé les procureurs. Non, mais elle a interpellé le procureur et après... Mais les parquets doivent fournir des documents. Chacun doit faire son travail. Non, mais attendez. La Constitution vous dit qu'il faut que 2 jours après l'inculpé ou la personne qui est interpellée soit mise devant son juge. Comment voulez-vous expliquer dans un pays sérieux qu'il y ait des gens qui ont fait 6 mois en prison sans être jugés? C'est grave, hein? Non, mais ça, c'est tuer l'État. Ça, c'est la mort de l'État. Mais qu'on les fasse sortir. Non, mais on ne va pas le faire sortir justement parce que la politique veut contrôler les judiciaires. Et vous, levons-nous pour bâtir ou bâtissons. Vous voulez aller le faire sortir sans protocole, sans procédure. Ça serait simple. Pour certains faits bénins, on n'a pas besoin d'envoyer des gens en prison. Ils peuvent payer des pénalités. Ou ils peuvent faire des travaux publics et puis on les laisse. Comme ce qui s'est fait à Kanyamaka, c'est ça? Non, mais ça, c'est en violation de la loi. En violation encore comment? Non, mais comment? Un homme condamné ne peut pas... Non, mais les travaux forcés est interdit. Voyez-vous? C'est ça déjà le principe. Et deuxièmement, quelqu'un qui n'a pas été jugé. Vous l'amenez à Kanyamaka, c'est pour aller travailler. Mais il y a eu des cas de flagrance, hein? Non, mais cas de flagrance, ce n'est pas l'OPJ qui décide sur qui doit être condamné ou pas, madame. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous voulons libérer, d'abord libérer la justice. Il faut d'abord libérer la justice pour espérer connaître le mieux-être. Parce qu'en lisant l'article 150 de la Constitution, le juge n'a d'autorité que la loi et le cours des tribunaux garantissent les libertés individuelles. Alors, comment voulez-vous que les juges eux-mêmes soient en sécurité et sécurisent ce que nous pouvons appeler la population? Pour conclure, il y a un juge qui est mort lors du procès Kamel, le juge Yanni. Où en sommes-nous? Pourquoi il n'y a pas une ouverture de dossier? Pourquoi il n'y a pas enquête? J'ai été contacté par sa famille, son grand frère, qui m'a dit qu'il aurait écrit à tout le monde, même à M. Félix Sekedi. Ils sont allés même au-delà, toucher Maman Denise. La famille? La famille. La famille veut savoir. Non, mais effectivement, parce qu'il y a eu les résultats de, comment on appelle? L'autopsie. De l'autopsie qui ont démontré qu'il aurait reçu de coups et il y avait une substance toxique dans son corps. Mais ça veut dire qu'il avait mangé des légumes, c'était ça? Non, mais ça, c'est ce qu'on a dit. Hein? Mais le ministre a dit que... Non, mais effectivement... Voilà la raison de l'enquête. Fort malheureusement, la justice attend qu'il y ait le mot d'ordre pour qu'il soit poursuivi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le juge, le magistrat attend le mot d'ordre. De qui? Alors, non, mais le mot d'ordre, c'est Et la famille veut la politisation, justement. Merci. Merci beaucoup Alain Bolodja. Merci de votre passage. Merci à Julie Sefou. Merci. Et Eric Izami, Floride Zantoto. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 51. À très bientôt.